sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et c'est une émission à l'envers que Franck Ferrand nous propose aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. À l'envers, ou si vous voulez, à rebours, puisque d'habitude je consacre ma première partie à un récit et la seconde à une discussion avec mon invité, ou mes invités. Eh bien aujourd'hui, je vous propose effectivement le contraire. Je vais m'entretenir d'abord avec Nicolas Chaudin, auteur d'un très beau récit sur la débâcle de l'été 1870, après quoi je conclurai par un récit sur la captivité de Napoléon III et la chute du Second Empire. Les auditeurs qui auraient donc des questions doivent le faire assez vite et nous les adresser tout de suite, j'ai envie de dire, sur le site internet d'Europe 1, www.europe1.fr. Voilà, en ce deuxième jour d'été, nous allons revivre le plus terrible des étés, donc celui de Napoléon III en 1870. – 14h30 sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Pendant près d'un siècle, le souvenir du Second Empire a été volontairement occulté. Les circonstances délétères, presque honteuses de sa chute, avaient jeté l'opprobre sur ces 2 décennies du règne de Napoléon III. Napoléon III, qui d'abord était donc le prince Louis-Napoléon, élu président de la République en 1848, et puis devenu empereur à la faveur d'un coup d'État à la fin de 1851, déchu donc après la défaite de Sedan. La déchéance de l'Empire, c'est le 4 septembre 1870, d'où toutes ces rues, ces boulevards, ces avenues du 4 septembre que l'on a en France depuis la Troisième République. Ça fait maintenant une trentaine d'années que des biographies, des conférences, toutes sortes d'interventions visent à réhabiliter cet homme et ce régime. Je vous rappelle que Napoléon III est le neveu du grand Napoléon Ier. Du reste, ses ennemis, à commencer par Victor Hugo, l'avaient surnommé Napoléon le Petit. Ça ne l'empêche pas d'être populaire, très populaire, et ce jusqu'à la toute fin. La preuve, c'est ce plébiscite de mai 1870 qui lui donne encore près de 7,5 millions de oui contre seulement 1,5 million de non. On peut dire que le suffrage universel, attention, c'est un suffrage universel qui est strictement masculin à l'époque, se prononce pour l'empereur à 5 contre 1. Ce score est sans aucun doute le fruit de sa politique, une politique complexe à définir, on va y venir dans un instant, à la fois capitaliste et sociale, politique d'industrialisation à l'intérieur, de paix, en tout cas de paix relative à l'extérieur, politique en somme dont on peut dire qu'elle assure la puissance et la prospérité de la France, à défaut de l'aisance de tous les Français évidemment. Le symbole de cette réussite napoléonienne et de la fête impériale, ce sont les grands travaux parisiens du préfet Haussmann. Le grand biographe d'Haussmann, c'est Nicolas Chaudin qui a publié au début de l'année chez Actes Sud un beau récit sur la chute de Napoléon III. Ça s'appelle « Un été en enfer » parce que c'est vrai que tout ça, cette chute, cette espèce de descente aux enfers qui se termine par la défaite de Sedan, tout ça prend place dans un seul été, l'été de 1870. Bonjour Nicolas Chaudin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous racontez dans ce livre, avec beaucoup de style, tout ça est très enlevé, vous racontez cet été 1870 qui constitue, on peut dire, une des grandes fractures de notre histoire contemporaine. Au printemps, le régime est massivement soutenu par les Français et à l'automne, il va rien en rester. C'est Zola qui emploiera le terme de débâcle pour parler de cette espèce de déréliction incroyable. En 1870, donc, si on prend l'époque mars, avril, mai, Napoléon III est fermement assis sur son trône. Il est assis sur un trône différent de celui qu'il a occupé depuis son avènement. Il s'est glissé dans la défroque laconique d'un souverain constitutionnel. Depuis la fin de l'année... C'est ce qu'on appelle l'Empire libéral. C'est l'Empire libéral. En fait, les élections qui ont eu lieu à la fin de l'année 1869 ont été un coup de semonce extrêmement violent pour les bonapartistes, s'il y en a, en tous les cas pour la majorité dynastique. Mm-hmm. Et donc Napoléon III s'est vu contraint de lâcher du lest, de rendre les rênes d'une certaine manière, et d'instaurer un empire libéral sous la houlette d'un Premier ministre qui n'en a pas le titre, mais qui en occupe les fonctions, qui est Émile Ollivier.
Alors cet Émile Olivier, il ne fait pas l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire, y compris dans l'entourage même de l'empereur. Il a un ennemi personnel en la personne de l'impératrice elle-même. Exactement, qui n'est pas du tout libérale, elle, qui est une Andalouse ultra-catholique, qui participe au Conseil des ministres depuis plusieurs années déjà. Elle participe au Conseil des ministres, vous expliquez que c'est de façon tout à fait informelle, ça n'est pas prévu constitutionnellement. C'est-à-dire que rien ne l'y autorise, mais elle a pris l'habitude d'y siéger, et à mesure que l'empereur décline, car il est très malade, sa voix prend du poids dans les décisions gouvernementales, et notamment en matière de politique internationale. Son ultra-catholicisme la pousse, par exemple, pousse le Napoléon III à continuer de défendre corps et âme les États du pape, et donc d'empêcher notamment l'achèvement de l'unification italienne, ce qui coûtera très cher à l'Empire. On le verra tout à l'heure. Cette unification italienne qui, en 1859, a été l'une des grandes œuvres diplomatiques et même militaires de Napoléon III. Certes, mais une œuvre inachevée. Inachevée, c'est ça. Et voilà, donc Émile Olivier se heurte évidemment à cette fraction réactionnaire emmenée par l'impératrice Eugénie. De toute manière, Olivier n'est aimé par personne parce que c'est un républicain qui s'est rallié à la dynastie, donc il passe pour les uns, aux yeux des uns pour un renégat, aux yeux des autres pour un transfuge, enfin il passe pour un type qui a retourné sa veste. Et juste un mot, c'est que cet homme était néanmoins très avisé, et les quelques mois qu'il a passé à la tête du gouvernement ont vraiment conduit la France vers un début de parlementarisme. Seulement, il a eu cette phrase malheureuse quand il s'est agi de déclarer la guerre à la Prusse. Il a dit « Je prends cette décision d'un cœur léger ». Et pour une minuscule phrase extraite d'un discours beaucoup plus vaste, cet homme a disparu de nos livres d'histoire. Il a été conspué, oublié, considéré. Finalement, il est un peu le mouton noir de cette Exactement. affaire. Vous l'avez dit tout à l'heure d'un mot, il faut qu'on y vienne beaucoup plus en détail. Napoléon III, à cette époque, donc au début de l'année 1870, est très malade. Il est extrêmement malade. C'est un mourant. C'est un mourant. On n'a jamais assez insisté, en tout cas. Vous le faites, on le voit vraiment bien. Il y a vraiment une concurrence de dates dans le calendrier qui conduit à la guerre. Napoléon III subit une auscultation le 1er juillet 1870. Consultation qui se solde par la préconisation d'une opération immédiate. Il faut opérer l'empereur dans les plus brefs délais. Il a un caillou gros comme un calot d'agate dans la vessie. Il souffre le martyre, il est bourré d'opium, il est inconscient la moitié du temps. Et donc tous concluent qu'il faut opérer l'empereur. Et le lendemain ressurgit la crise diplomatique qui va, en quelques jours, précipiter la France dans une guerre dont les esprits les plus raisonnables auraient tout fait pour l'empêcher. Mais il n'y a pas de gens doués de raison en France à ce moment-là. C'est assez drôle, c'est une concordance de comportements. On a l'impression que la France entière se rue aux frontières sans avoir réfléchi un seul instant aux conséquences de cette ruée. Très concrètement, quelle est sa maladie exactement ? Il a la maladie de la pierre. Ouais, en fait, tout simplement, il a un énorme calcul vésical, c'est-à-dire dans la vessie. Et quand je vous dis qu'il est gros comme un calot d'agate, ce caillou doit faire, je sais pas, peut-être 3 cm, 3 cm et demi de diamètre. À l'époque, pour soigner ce genre d'affliction, on procède à ce qu'on appelle un sondage, c'est-à-dire qu'on introduit une pince par l'urètre jusqu'à la vessie, et cette pince doit briser le caillou en 1000 morceaux de manière à ce que ces fragments soient évacués par les voies naturelles. Rien que la description de l'opération vous dit un peu dans quelle situation poignante, tragique se trouve déjà cet empereur. Et infiniment douloureuse. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et on vous retrouve, Franck, sur Europe 1 avec votre invité, l'éditeur de livres d'art et écrivain Nicolas Chaudin, pour évoquer le parcours et la chute de Napoléon III. Oui, j'aime bien le terme d'écrivain parce que c'est vraiment un ouvrage, cet été en enfer, Napoléon III dans la débâcle, édité chez Actes Sud. Donc c'est vraiment un texte très écrit comme ça, comme on les aime. On a tendance trop souvent, lorsqu'on fait de l'histoire maintenant, à vouloir écrire d'une écriture blanche, presque impersonnelle. C'est bien lorsqu'un auteur empoigne son sujet, si je puis dire, et le porte. Alors Nicolas Chaudin, ce qu'on a un peu oublié, c'est que tout est né au départ, cette guerre de 1870, c'est un peu son prétexte, est né d'une question de succession dynastique en Espagne, en fait. Une fois de plus, j'ai envie de dire, nous voilà repartis comme au temps de Louis XIV. Exactement. Ce n'est pas anodin du reste, puisque, comme je vous l'ai dit, l'impératrice est espagnole. L'impératrice des Français. Donc, depuis 1868, l'Espagne se trouve avec un trône vacant. La reine Isabelle est partie en exil à Biarritz, chez Eugénie. Et donc, le général Prim, qui dirige la junte libérale qui a pris le pouvoir, cherche un monarque à ce royaume.
et se tourne vers un prince Hohenzollern, un prince allemand, lointain cousin du roi de Prusse, qui est un catholique, un personnage assez falot du reste. Mais la France, évidemment, voit cette candidature d'un très mauvais œil parce qu'un Hohenzollern sur le trône d'Espagne et un autre à Berlin, ça rappelle un petit peu l'empire des Habsbourg, l'empire de Charles Quint et la France prise en tenaille. Voilà les Habsbourg, oui. Voilà. Et donc, il n'est absolument pas question pour l'opinion publique française, en tous les cas pour les journalistes et pour une partie de l'opinion parisienne très bruyante, que cette tenaille étreigne à nouveau la France. Mais ce que vous montrez et qui est assez qu'il faut souligner, c'est que pas l'empereur à l'époque, il n'est que roi de Prusse, Guillaume Ier, n'est pas belliciste dans cette affaire. Il est tout à fait prêt à céder face aux demandes de la France. Mais c'est exactement ce qu'il fait du reste. À 2 reprises, en mars déjà, une première crise est écartée. Et puis, quand en juillet ressurgit à l'instigation de Bismarck, qui tient ce scénario de longue main, quand à nouveau la candidature de Hohenzollern est proposée au Cortés en Espagne, évidemment, la diplomatie française se cabre et obtient très facilement, via l'ambassadeur de Berlin, à Berlin, obtient une reculade, en tous les cas, le retrait de cette candidature de la part de Guillaume Ier, qui a beaucoup d'estime pour Napoléon III. Qu'il a rencontré une fois de plus à l'exposition universelle de 1867. Exactement, et ces deux monarques n'ont pas du tout envie de s'affronter, en tous les cas, même si Guillaume Ier a écouté Bismarck, sait que ce conflit est inévitable, même si Napoléon III sait que l'ascension de la Prusse est une menace pour la France et que ça finira bien par une guerre, pour l'heure, ces deux monarques n'ont pas du tout envie de cette guerre. C'est l'opinion. C'est aussi la maladresse des proches de l'impératrice, à commencer par notre ministre des Affaires étrangères d'alors, le duc de Gramont, qui est une espèce de grand crétin sémillant, qui, par ses rodomontades... Personnage proustien avant la lettre. Voilà, exactement, va pousser la roue, si vous voulez, et va franchir les étapes. Alors, il faut que vous nous expliquiez ce que c'est que cette fameuse dépêche d'Ems, dont on parle toujours à l'école, et généralement, d'ailleurs, les étudiants ou les écoliers comprennent pas bien de quoi il s'agit, parce que c'est un petit peu complexe, en fait, cette histoire. En fait, l'ambassadeur de France à Berlin, à l'époque, s'appelle Benedetti, et donc, il va à Ems, négocier... Ems, c'est donc une ville d'eau où se trouve le roi de Prusse. Voilà, exactement, c'est une station thermale, et il va à Ems négocier le retrait de cette candidature parce que le roi Guillaume Ier s'y trouve et il prend les eaux très paisiblement. Donc c'est dans un contexte assez relâché que vont avoir lieu les premières négociations. Donc, Benedetti obtient le retrait de la candidature Hohenzollern. Au gouvernement, on est soulagé, sauf évidemment Gramont et Eugénie. Ceux-ci demandent néanmoins des garanties formelles pour que jamais une telle candidature ne soit renouvelée. Et c'est toujours à Ems que Benedetti va signifier ces nouvelles exigences après la première victoire diplomatique de la France. Et c'est sur ces exigences que va buter la concertation diplomatique. Parce qu'elles sont présentées d'une certaine façon quand même. Justement, au départ, c'est très très simple. C'est-à-dire que Guillaume Ier dit, écoutez, vous avez ma parole, cela est amplement suffisant. Seulement, après avoir éconduit très poliment l'ambassadeur de France, il envoie à son chancelier Bismarck, qui est retourné déjà sur ses terres en Prusse parce qu'il croit que l'affaire est enterrée à son grand dam. Il va envoyer un rapport administratif des derniers entretiens qu'il a eus avec Benedetti. Et c'est là que Bismarck, gros rusé, va contracter ce rapport sans âme, sans tendance, si vous voulez. Il va le contracter, le déformer légèrement en le contractant et va le faire publier dans la presse à la fois à Londres et à Berlin. Et quand les Parisiens vont apprendre, vont lire ce contenu édulcoré d'une dépêche strictement, d'une minute bien sûr, administrative, il va y avoir une espèce d'explosion de colère dans les rues de Paris. Napoléon, très affecté, très malade, très las déjà, va prendre ça comme une nécessité et va suivre le mouvement et entrer dans la guerre. Finalement, c'est cette opération de communication qui va à l'envers, en fait, qui va nous emmener directement dans la guerre. Des soldats de Charles Gounod sur Europe 1. Restez avec nous dans un instant. Franck Ferrand et son invité évoquent la chute du Second Empire. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1.
Un petit point rapide sur le jeu Europe Stop. Aujourd'hui, Jackie Gallois, une fois n'est pas coutume, est dans la capitale. Il est à Paris pour vous faire gagner peut-être 5 000 €. Mais si vous n'êtes pas dans la région, appelez-nous 39 21 34 centimes d'euros la minute ou envoyez le mot jeu au singulier par SMS au 7 39 21 50 centimes d'euros plus coût d'un SMS. Vous allez remporter des cadeaux et peut-être vous aussi 5 000 €. Je vous souhaite bonne chance à tous. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Ce qu'il y a d'un peu extraordinaire, Nicolas Chaudin, c'est qu'on a fait croire à Napoléon III que son armée était parfaitement prête. C'est l'histoire des boutons de guêtre. Oui. Il faut dire que Napoléon III, d'abord, a un ministre de la guerre parfaitement inepte. La personne du maréchal Leboeuf. Oui, mais c'est tout le problème. En fait. Bon ministre des Affaires étrangères, bon ministre de la guerre. Et Leboeuf succède en revanche au très valeureux maréchal Niel, qui, dès 1867, avait entrepris la réforme de l'armée française. Une réforme rendue nécessaire par l'ascension de la Prusse et la menace qu'elle constituait pour l'hégémonie française sur le continent européen. Seulement, Niel s'est heurté à la veulerie des parlementaires qui n'ont jamais voté les crédits nécessaires à cette réforme. Et puis Niel, surtout, est mort de la même maladie d'ailleurs que celle dont souffre Napoléon III, de la maladie de la pierre. Donc Leboeuf lui succède, absolument pas préparé du reste à l'administration politique d'un ministère aussi important que celui de la guerre. Et Leboeuf est un fanfaron, un artilleur, sourd par nature, sourd au vent politique, sourd aux nécessités qui se font jour. Sourd aux réalités, surtout. Sourd aux réalités. Et Leboeuf va endormir Napoléon III en lui serinant que l'armée est prête, que la réforme est entrée... est effective, alors que ce n'est pas du tout le cas, et que la France dispose de suffisamment de soldats et de suffisamment d'armes pour faire face à l'armée prussienne qui, elle, pour le coup, a été réformée en profondeur récemment par un véritable stratège en même temps qu'un administrateur, le général von Moltke. Donc, ce pauvre Napoléon III, déjà assuré par son ministre des Affaires étrangères que l'Europe entière se joindra à lui pour lutter contre l'ogre prussien, se fait en plus berner par un ministre de la guerre qui lui dit que nous disposons de toutes les forces nécessaires. Donc, et il a constamment l'impératrice qui lui susurre aux oreilles que l'honneur de la France est en jeu, etc. Exactement. Elle est animée d'une conscience politique complètement dépassée, complètement surannée, une conscience politique fondée sur l'orgueil, fondée sur l'honneur dynastique, et elle n'a pas du tout compris ce qu'est la réelle politique qu'il aurait fallu laisser parler. Mais alors, si je comprends bien, nous avons un empereur qui est complètement à bout de souffle, qui est extrêmement malade et qui souffre, qui sait très bien que globalement, on n'est pas prêt à une guerre, qui n'a aucune envie de cette guerre et qui néanmoins se jette à corps perdu dans la bataille. Alors à corps perdu, c'est tout le problème, c'est qu'il y va plutôt, lui, à reculons. Et que c'est précisément ce qui va manquer à l'armée et à l'état-major, c'est-à-dire une direction convaincue de la victoire. L'empereur, en fait, se laisse emmener à la guerre, comme un enfant par la main. Et un enfant qui traînerait avant d'aller à l'école, vous voyez, qui laisserait traîner son cartable par terre pour ralentir la marche. Et... d'ailleurs, c'est simple. Quand il arrive, la guerre est déclarée. Le 28 juillet, il se rend à Metz, où est l'état-major impérial. À peine est-il débarqué à Metz qu'il envoie une dépêche à l'impératrice en lui disant « Nous n'avons pas assez d'hommes, je nous considère dès aujourd'hui comme perdus. » Oh, c'est terrible. Alors que pas un coup de feu n'a éclaté encore. Il est là, il faut le dire, avec son propre fils, le prince impérial. En plus, l'impératrice a tenu à ce que l'héritier du trône, qui n'a que 14 ans, soit présent sur le front, ce qui est un encombrement pour tout le monde. L'empereur ne veut pas que son fils risque sa peau. Ce fils se déplace avec un état-major personnel. Enfin, il fait l'objet de soins qu'en temps de guerre, on ne veut pas prodiguer sur le front. On n'a pas le temps de s'occuper de cet enfant. Oui, vous montrez que le protocole est le même qu'aux Tuileries, en fait. C'est assez vraisemblable. Alors évidemment, ça fera jaser par la suite, une fois que la République aura pris le dessus, et on aura beau jeu de raconter ce train infini de courtisans, de cuisiniers, d'aides de camp, etc. De valets de pied, etc. Voilà, on exagérera amplement cette réalité. Il n'empêche que la présence de prince impérial, Loulou, ne se justifie absolument pas dans une affaire d'homme. Et néanmoins, il est là. Et il est là pour assister aux premières loges à ce qui est une véritable suite. Oui, une raclée. Voilà. Ça commence tout de suite très mal, en fait. Ça commence tout de suite très mal parce que le véritable premier engagement est une surprise, c'est-à-dire que une partie de l'armée française, une avant-garde de l'armée française est prise à partie par surprise, faute d'avoir envoyé des éclaireurs. Et en fait,
la suite des événements n'est que la conséquence, ou en tous les cas n'est que la répétition de ce scénario initial. C'est-à-dire l'armée française se promène sans carte d'état-major parce que elle est convaincue qu'elle va combattre en Allemagne. Donc elle n'a pas de carte de France. Or, comme la première engagement est déjà une défaite, la guerre va avoir lieu sur le territoire de France. Mais les officiers ne connaissent rien à l'Alsace, ne connaissent rien à la Lorraine, ne connaissent rien des Ardennes. Qu'est-ce qui va se passer ? Ces gens vont marcher à l'aveugle, sans service de renseignement, sans éclaireurs, si vous voulez. Enfin, il y a des éclaireurs, mais ils ne veulent absolument pas effectuer cette mission. Ils veulent la guerre. Du côté prussien, on est presque surpris par la désorganisation française. C'est très drôle parce que les batailles sont toujours accidentelles. En fait, elles n'ont jamais lieu par la volonté d'un général. C'est toujours par hasard que les armées se trouvent face à face, ou en tous les cas nez à nez. Et ce sont toujours les Allemands d'ailleurs qui découvrent par surprise l'armée française en train d'essuyer ses gamelles, de faire sécher ses uniformes, et en profitent donc pour étriller gentiment nos soldats, qui néanmoins se battent héroïquement, il faut le dire. Oui, qui se sont très bien, beaucoup battus, ça a été terrible, cette guerre. Alors on va y revenir. Finalement, vous voyez, quand on fait le débat avant, ça déborde ça, deuxième partie. Oui, je suis désolé. Mais non, c'est moi. Après le flash de 14h, vous serez encore avec nous, Nicolas Chaudin, pour conclure cette bataille. Nous aurons aussi en ligne le conservateur du palais de Compiègne, et puis nous répondrons à un certain nombre des questions de nos auditeurs, car les questions continuent d'arriver, donc je vais vous les poser juste après le flash de 14h. Au cœur de l'histoire revient dans un instant. « 13h30, 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Franck Ferrand et son invité Nicolas Chaudin qui nous font aujourd'hui revivre sur Europe 1 la débâcle de l'été 1870. Et c'est justement Grégoire qui nous demande par Internet quel héritage Napoléon III a-t-il laissé ? Code judiciaire, œuvres, bâtiments, guerre, nous demande-t-il. Finalement, alors ce serait très long, on ne va pas faire évidemment une réponse exhaustive, Nicolas Chaudin, mais si on devait retenir 3 ou 4 grands acquis du Second Empire. La première chose, tout simplement, la Savoie et le comté de Nice sont français depuis la conclusion des guerres d'Italie qu'a mené Napoléon III en vue de l'unification de ce royaume. Deuxièmement, la modernisation du pays et son entrée de plein pied dans l'ère industrielle. C'est la première fois qu'on utilise à des fins politiques et infrastructurelles le capitalisme industriel. Napoléon III est le père de cette instrumentalisation. Oui, incontestablement, oui. Napoléon III, personnellement, a mené, ou en tous les cas a guidé les travaux d'Haussmann à Paris. Bien sûr. Et les travaux d'Haussmann, ce ne sont pas que la transformation de Paris, c'est l'avènement d'un urbanisme moderne qui fera florès. Oui, c'est l'entrée vraiment là dans le monde moderne, on peut dire. Et puis aussi, assez bizarrement, l'Empire libéral, la constitution de l'Empire libéral préfigure de manière assez surprenante la constitution de la Ve République. Nous sommes dedans, en plein dedans. En plein dedans. C'est-à-dire qu'en fait, ça ressemblait vraiment beaucoup. Nous n'avons pas d'empereur aujourd'hui, nous avons un président, mais enfin le régime, le régime ressemble vraiment beaucoup. Et on nous demande aussi, alors là de façon beaucoup plus concrète, mais je vais y venir dans un instant, où Napoléon III est-il enterré ? Mais ça mérite d'être... Il est enterré en Angleterre, à Childhurst, mais vous en parlerez, je crois. Oui, voilà, j'en dirai un mot tout à l'heure. Il fait partie de nos souverains enterrés à l'étranger. Exactement. Il y en a comme ça un certain nombre. Des gens militent pour le retour de sa dépouille en France. Oui, tout le monde n'est pas d'accord, d'ailleurs. C'est assez complexe comme histoire. Alors, puisque nous sommes, avant de revenir sur cette guerre et sur ses conclusions terribles et sur la fin de cette descente aux enfers, puisque nous en sommes à l'héritage général du Second Empire, j'aimerais que nous entrions en relation avec le conservateur en chef du château de Compiègne. Bonjour Emmanuel Starkey. Bonjour Franck, comment allez-vous ? Mais très bien, merci beaucoup. Bonjour Nicolas aussi, pardon. Oui, bonjour. Nous sommes en plein dans ce Second Empire dont vous êtes un peu, vous, le conservateur. Ce château de Compiègne est un peu le conservatoire du Second Empire. Oui, tout à fait. Alors j'ai envie d'ajouter à ce que vient d'évoquer Nicolas comme héritage deux choses, s'il le permet, deux éléments complémentaires. C'est d'une part sur un plan artistique, le Second Empire, on l'a qualifié d'éclectique, c'est une ouverture artistique presque sans précédent
c'est à la fois, bien sûr, la naissance de l'impressionnisme, c'est le réalisme, c'est l'éclectisme, c'est-à-dire le regard sur des styles précédents, et notamment le XVIIIe siècle qu'on redécouvre. C'est la première fois qu'on commence à regarder l'histoire, en fait. On a un tout petit peu commencé sous Louis-Philippe, mais enfin c'est bien sous le Second Empire que ça éclot. Ça s'affirme d'une façon évidente. Et puis d'autre part, sur un plan international, et Nicolas, je pense, ira dans mon sens, il y a, à la différence de la politique menée par Napoléon Ier, une politique menée par Napoléon III qui est profondément respectueuse du droit des individus, et il prône un concept issu de la Révolution française, bien sûr, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et si la Roumanie est créée, c'est bien grâce à ces idées suite à la guerre de Crimée. Oui, c'est ce principe des nationalités qui aura d'ailleurs, qui trouvera ses limites au début du XXe siècle. Alors, absolument. Du point de vue de Compiègne même, si je demande à nos auditeurs de faire un crochet par Compiègne et d'aller visiter ce château, qu'est-ce que vous pouvez leur montrer en rapport avec le Second Empire, avec Napoléon III, avec l'impératrice Eugénie, avec le prince impérial, Emmanuel Starky? Oh, écoutez, c'est simple. Vous évoquez là le crépuscule. À Compiègne, c'est la fête impériale. Eh oui, c'est tout ce qu'il y a eu de beau avant. Voilà, autrement dit, l'empereur découvre Compiègne grâce justement aux nouvelles technologies, on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire grâce au chemin de fer. À partir de février 49, il inaugure une ligne de chemin de fer Compiègne-Noyon, puis en 50, Paris-Saint-Quentin, et il vient à Compiègne, s'attache à Compiègne, et en 52... La demeure a conservé d'ailleurs l'esprit de l'époque. Oui, tout à vraiment fait, ça. en partie. Oui. En 52, donc, il célèbre son plébiscite, sa victoire incontestée, en décembre, et il invite Eugénie. Qui n'est pas encore sa femme, et c'est à Compiègne, pense-t-on, que il va lui déclarer sa flamme et que la décision d'épouser Eugénie va se prendre. C'est à Compiègne qu'auront lieu, à la grande époque, qu'auront lieu les fameuses séries. Dites-nous un mot de ces séries. Alors, à partir de 56, l'empereur invite une centaine d'invités, et parmi ces invités, il y a vraiment, non pas toutes les couches sociales, mais quelque chose de complètement nouveau. Non seulement il y a la cour, les ministres, les ambassadeurs, mais aussi des financiers, mais aussi des musiciens comme Verdi, Waldteufel, Auber, Gounod, des artistes comme évidemment Cabanel, mais aussi Baudry, Delacroix, Flandrin, Rousseau, par exemple, surprenant, des sculpteurs, bien sûr, comme Carpeaux, et des scientifiques comme Claude Bernard et Pasteur. Donc, ces personnes qui restent pendant une semaine dans l'intimité de l'empereur, et nous avons les pièces où ils se trouvaient, où ils étaient présentés à l'empereur, le salon des cartes, ensuite le salon de famille. Oui, les décors en partie, en tout cas, qui sont là, bien sûr. Voilà, le mobilier, et nous rachetons en permanence des pièces liées à cette époque, Donc, qui ont disparu, et nous restaurons aussi, par exemple, le salon de thé de l'impératrice, qui était le lieu le plus intime des appartements de l'impératrice, où elle recevait les gens de ces séries d'invités qu'elle choisissait. C'était l'élite de l'élite, et qui avait le droit de parler avec elle, avec l'empereur, et Pasteur montre, je dirais, les recherches qu'il est en train de mener, par exemple, dans ce salon de thé. Merci beaucoup Emmanuel Starky. Effectivement, il y aurait beaucoup à dire, mais on a bien compris que pour se replonger dans cette ambiance, il suffit d'aller se promener au château de Compiègne. Merci beaucoup. Très belle. Des contes d'Hoffmann, Belle nuit aux nuits d'amour de Jacques Offenbach sur Europe 1. Vous restez avec nous, Franck Ferrand revient après ça. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Et nous relatons maintenant sur Europe 1 l'effondrement de l'armée française et la chute du Second Empire. Franck. Et oui, on est donc au tout début du mois de septembre 1870 dans cette région de Sedan. Alors, j'ai fait une tentative aujourd'hui. Je voulais qu'on fasse le débat d'abord et puis le récit ensuite. C'est bien ça, d'accord. Sauf que j'ai à peu près 24 minutes de récit qui va nous rester, 6 minutes. Donc bon, on va improviser. Qu'est-ce que vous voulez ? On va avancer avec Nicolas Chaudin sur cette histoire sur cette
guerre cet été 1870. Donc on va de catastrophe en catastrophe. Les batailles sont vraiment très très mauvaises pour la France. Meurtrières et désastreuses. Désastreuses. Mais meurtrières aussi pour les Prussiens et les Allemands en général, il faut le savoir. Cela dit, à la suite donc de ces nombreuses défaites dans la région de Metz, en Allemagne, etc., une armée de secours avec les débris des armées vaincues est montée dans le camp de Châlons avec pour mission d'aller secourir une autre armée enfermée dans Metz, dirigée par Bazaine. Et en fait, cette armée qui doit voler au secours de Bazaine, plutôt que de foncer droit à travers la campagne et voler au secours de ses frères d'armes, va lambiner, zigzaguer, se perdre, attendre, ordonner des marches, des contre-marches. Tout ça dans un été extrêmement capricieux. À la canicule succèdent des orages tonitruants. Les hommes sont épuisés par ces marches. On a vraiment l'impression d'un décor de tragédie. C'est comme si tous les éléments s'étaient réunis pour contribuer, pour concourir à la catastrophe et à l'effondrement. C'est très cinématographique. C'est le scénario d'un film catastrophe. Je cite les mots terribles d'Émile Zola. Fardé comme un acteur, les chairs avivées de vermillon, sûrement s'étant fait peindre pour ne pas promener parmi son armée l'effroi de son masque blême décomposé par la souffrance. Napoléon III est tellement malade et son teint est tellement cadavérique qu'il est obligé de se faire maquiller pour... Oui, alors évidemment, les proches de l'empereur Napoléon III se sont empressés de dire que c'était faux, mais enfin il semble que ce soit vrai. Il maquille sa mauvaise santé, il maquille son teint cadavérique. Mais surtout ce qu'il y a de fou, c'est qu'il est baladé au sein de cette armée de secours, alors qu'on aurait dû le laisser ou le renvoyer à Paris ou le laisser au camp de Châlons. Il est baladé dans des circonstances et des conditions sanitaires lamentables. C'est un homme très malade, on l'a dit. Vous imaginez les transports de troupes sur des routes détrempées, des chemins boueux. Il souffre le martyre, ses secousses, les trépidations, les voyages à cheval qu'on l'oblige à faire, évidemment, ravivent les douleurs, meurtrissent les chairs. À Sedan, cet homme-là ne pisse que du sang. Ouais, c'est terrible. Alors, comment s'est-on enfermé dans cette cuvette de Sedan qui en préfigure une autre, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on est allé se cloisonner dans cet endroit où on est entièrement encerclé par les armées prussiennes, non? Exactement, c'est-à-dire parce que cette armée de secours, au lieu de tirer droit vers son objectif, s'éloigne un peu plus de celui-ci et puis se laisse enfermer dans les défilés de l'Argonne, se laisse tranquillement enfermer à Sedan. Les Allemands qui ont tout compris, notamment parce que les journaux français ont indiqué le sens de la marche, ce qui est quand même assez paradoxal et scandaleux, eh bien, les Allemands savent très bien où se trouve l'armée de secours. Ils vont donc tranquillement l'encercler à Sedan, qui est une citadelle juchée sur un tout petit éperon rocheux au sein d'une vaste dépression. Et l'armée française va... Et là, il y a 400 pièces de canon en face, évidemment, qui produisent un déluge de feu. Hein, exactement. Et donc, voilà, et près de 10 000 soldats français vont se faire tuer en l'espace de 12 heures de combat. C'est un carnage. Et à ce carnage, Napoléon III, c'est sa dernière décision d'empereur, entend mettre fin en faisant hisser le drapeau blanc sur la citadelle de la ville. C'est la reddition. Je vous cite Nicolas Chaudin. Minuit a sonné depuis peu. Napoléon III ne dormira pas cette nuit-là. On est donc dans la nuit du 1er au 2 septembre. Qui va mener à la reddition. Il se sent vidé pourtant, mais une chrysalide désertée dort-elle. Il ressasse les quelques nouvelles confuses, embarrassées, que l'obligeant sous-préfet lui a données du prince impérial. Parce qu'il faut dire qu'il a renvoyé son fils à ce moment-là. Déjà sur la place, les débris du 5e corps roulent leur désordre d'affûts et de charrois, hommes et bêtes mêlés dans un même désarroi. Les vieux pavés de grès étincellent dans le noir sous le fer des chevaux qui claquent et celui des chariots qui raclent, et il y en a toujours et toujours qui se pressent à la bouche de la nasse. Se peut-il que tant de gens en armes tiennent sous les murs d'une si petite place, et une fois piégés, que leur fera-t-on faire à ces gamins affolés? Le vieil empereur à sa fenêtre le sait bien, Sedan n'est qu'une souricière. On ne s'y retranche pas le couteau entre les dents, on ne s'y claque-mure qu'à force de résignation. Il n'existe pas deux moyens d'en réchapper dans l'honneur.
extrait de La danse macabre de Camille Saint-Saëns sur Europe 1, Franck. Et on se retrouve dans un instant avec un récit très abrégé. Au cœur de l'histoire revient dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous sommes toujours sur Europe 1 au cœur d'un été meurtrier, celui de 1870, Franck. Exactement, nous sommes donc au matin de ce 2 septembre 1870. Donc Napoléon III a finalement donné l'ordre de hisser le drapeau blanc du haut de la citadelle et on va voir peu à peu les drapeaux blancs se généraliser. Le roi de Prusse, Guillaume Ier, qui est là, qui est flanqué de son chancelier, Bismarck, observe la situation depuis une colline près de Fresnoy. Et il constate cette reddition française. Dans son entourage, quelqu'un demande « L'empereur Napoléon est-il encore dans la place ?»« Oh non !» dit Bismarck. « Le vieux renard est trop fin pour s'être laissé prendre au piège. Il a sûrement filé à Paris à l'heure qu'il est. » Eh bien, Bismarck a tort. Le chancelier de fer se trompe car, bien entendu, Napoléon III est toujours dans Sedan. Il est 4h30 quand Guillaume, le roi de Prusse, donc, donne l'ordre de cesser le feu. Il envoie des officiers sommer le commandant de la place de rendre Sedan et à la sous-préfecture, les envoyés, les émissaires du roi de Prusse sont stupéfaits de tomber sur l'empereur lui-même qui leur remet une lettre pour le roi. C'est le général français Reille qui va remettre lui-même la lettre en main propre. Il est accompagné donc des 2 Prussiens. Il retourne jusqu'à la colline, à Fresnoy, où l'entourage du roi Guillaume n'en revient pas. Et Reille, au milieu de tout cet aréopage d'état-major, remet donc sa lettre au roi qui, aussitôt l'attend au chancelier. « Lisez, dit-il à Bismarck. » Et Bismarck lit « Monsieur mon frère, ainsi s'appelle-t-on entre souverains d'Europe, n'ayant pu mourir au milieu de mes troupes, il ne me reste qu'à remettre mon épée entre les mains de votre majesté. Je suis de votre majesté le bon frère. » Et c'est signé Napoléon. Aussitôt, on imagine le conciliabule dans l'entourage du roi de Prusse. On appelle l'ancien attaché militaire à Paris et le roi va lui dicter en allemand une réponse que l'attaché rédige en français. « Monsieur mon frère, en regrettant les circonstances dans lesquelles nous nous rencontrons, j'accepte l'épée de votre majesté et je la prie de vouloir bien nommer un de vos officiers, vous voyez un peu les petites erreurs de français, muni de vos pleins pouvoirs pour traiter de la capitulation de l'armée qui s'est si bravement battue sous vos ordres. De mon côté, j'ai désigné le maréchal de Moltke à cet effet. Je suis de votre majesté, etc., etc. » Et avant de repartir pour la cuvette de Sedan, Reille demande à Bismarck si on ne pourrait pas faire appliquer des conditions de reddition honorables. Et sinon, demande Bismarck, sinon la garnison pourrait faire sauter la ville. Eh bien, faites sauter, dit Bismarck, qui dans cette affaire, et notamment dans la négociation qu'il aura dès le lendemain matin directement avec l'empereur lui-même, qui dans cette affaire se révèle le plus dur, évidemment, bien plus dur que son souverain, le roi Guillaume. Nicolas Chaudin. Très dur parce que Bismarck et Moltke surtout veulent en finir avec la menace d'une puissance française, d'une concurrence continentale. Donc plus tard même, Moltke sera un partisan d'une nouvelle guerre avec la France, afin de ruiner définitivement sa puissance. C'est vous dire quels sont les sentiments qui animent et le chancelier et le feldmarschall. Comme on l'a dit tout à l'heure, le roi de Prusse, le futur empereur d'Allemagne, lui est beaucoup plus pondéré et à ces manières de gentilhomme un peu qu'on a entre souverains. Et ce sont bien ces sbires, entre guillemets, ces dogs qui le flanquent, qui vont obtenir l'abaissement complet de la France et de son armée. Alors évidemment, la nouvelle ira vite. Dès la soirée du 2 septembre, on sait dans les milieux autorisés à Paris que c'est une catastrophe et c'est le lendemain que l'on va proclamer à l'Assemblée, dans une atmosphère quasi insurrectionnelle, surchauffée, proclamer la déchéance de l'Empire. Donc ça aura été très rapide finalement. Très rapide. L'impératrice essaiera vainement de nommer, ou en tous les cas d'abandonner les pouvoirs au profit d'un comité de salut public, d'un gouvernement de défense nationale encore impérial, mais ça échouera très vite et à l'instigation des Républicains, le Palais Bourbon est envahi par la foule. Cette foule entraîne l'essentiel du corps législatif vers l'hôtel de ville où l'on proclamera la République. Pardon, j'ai du mal à le dire décidément. Le fameux 4 septembre 1800. Et Eugénie n'aura plus qu'à fuir le palais des Tuileries dans des conditions rocambolesques, seule, aux mains d'un dentiste américain qui la confiera à un yachtsman britannique. Autant vous dire qu'autour d'elle, il n'y a plus un Français. Elle est extirpée des Tuileries par l'ambassadeur d'Allemagne, par l'ambassadeur d'Autriche et par l'ambassadeur d'Italie. Il n'y a plus un Français autour d'elle. Ce qui signifie bien que l'Empire, ce n'est vraiment plus la France.
Et évidemment, elle retrouvera son mari, mais plus tard, dans la résidence surveillée qu'il occupe au château de Wilhelmshöhe à Kassel, en Hesse. Et ensuite, ils iront en exil en Angleterre. Enfin, tout ça, j'ai envie de dire, est une autre histoire. Je voudrais, juste avant de rendre l'antenne, je voudrais signaler que ce que nous dit Hubert, mon arrière-grand-père faisait partie des blessés, nous dit-il. Il fut amputé de la jambe gauche à Gravelotte par les Prussiens. Vous voyez que cette histoire est encore vive et que les blessures ne sont pas parfaitement cicatrisées.